Salut à tous, on se retrouve sur la chaîne Apprenons la cybersécurité pour continuer de découvrir ensemble quelques notions de base. Et aujourd'hui, on va s'attaquer directement à un CTF sur la plateforme PicoCTF, un CTF qui va nous demander d'analyser un petit peu de code JavaScript. Allez, c'est parti, donc on va sur picoctf.org comme d'habitude, catégorie Web Exploitation, Difficulty Easy, et on va aller chercher le challenge qui s'appelle Local Authority. Je clique sur le challenge. Donc on n'a pas grand chose ici comme information. Est-ce que vous pouvez attraper le flag? Eh bien, on va lancer le jeu. C'est parti. Voilà, ça démarre. Allez, ok. Ça y est. Donc allez sur le site web et essayez de découvrir le flag. Eh bien, j'y vais. Donc ici, on a un site web classique avec un formulaire d'identification, username, password, le login. On nous indique que seules les lettres et les nombres sont autorisés pour le username et pour le password. Alors, bon, on peut essayer la petite astuce habituelle. Est-ce qu'ils n'auraient pas laissé traîner admin par exemple? Non, login fail. Donc, je ne veux pas enregistrer le mot de passe. Donc là, ça n'a pas marché. Ok, on peut regarder vite fait le code source de la page. Il n'y a rien de particulier, il y a juste le formulaire qui nous renvoie vers la page login.php, qui transmet le username, le password. Ok, bon, ça ne nous apprend rien. Alors, ce qu'on peut essayer, comme là, ils nous disent, tiens, il n'y a que les lettres et les nombres qui sont autorisés. Moi, en tant que méchant pirate, la première chose que j'ai envie de faire, c'est d'essayer de mettre autre chose que des chiffres et des lettres. Donc, imaginons que je mette tiret ici et je sais pas, pourcentage slash. Je fais login. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit illegal character in username or password. Ok, ben donc comme prévu, il a contrôlé qu'on avait bien saisi que des caractères alphanumériques. Bon, très bien. Alors, ce qu'on va faire, eh bien, on va ouvrir notre outil un petit peu plus avancé d'observateur réseau pour essayer de regarder si dans les échanges entre le client et le serveur, il n'y aurait pas des informations intéressantes. Je vais dans plus d'outils, outils de développement, donc là on a déjà vu plusieurs fois, sur l'onglet Network, et puis je relance ma requête et on va voir ce qui se passe. Donc je fais login, donc ça, ok, et voilà. Alors il me dit login fail, ok, comme tout à l'heure. Je regarde ma requête. Alors regardons déjà un petit peu les échanges. Donc j'ai fait un post vers la page login. J'ai reçu un code retour HTTP 200. Tout ça on connaît déjà. Dans les réponses, dans le header de la réponse, il n'y a rien au niveau des cookies. On n'a pas le set cookie quelque chose comme la dernière fois. Ok. Le payload, c'est ce que moi j'ai envoyé. Ben, j'ai envoyé username et password avec les valeurs admin. Ok. Dans la réponse, on a ce que le serveur m'a répondu. Donc, il m'a répondu tout ça. Alors déjà là, un premier élément, c'est que à l'affichage, on voit juste login fail. Par contre, il m'a répondu 3 km de code juste pour login fail. C'est un peu bizarre. Il y a peut-être des informations intéressantes ici. On retrouve d'ailleurs ici là le login fail. Ok. Eh bien, regardons un peu plus cette page. Qu'est-ce qu'elle contient? On retrouve nos headers ici avec une feuille de style. Alors vous remarquerez d'ailleurs que dans les échanges ici, on peut retrouver la feuille de style. On la voit passer. Elle est là. Bon, il n'y a pas grand-chose. Ok. Background color, donc la couleur de fond, c'est du bleu clair. Ok, super. On a vu qu'il y a un autre élément là qui pourra peut-être nous intéresser. D'ailleurs, voilà. Dans le corps de la page, on inclut un script JavaScript que l'on voit passer ici aussi, qui peut peut-être être intéressant. Donc on va continuer d'explorer là, puis on ira voir après. Alors ici, on a un formulaire qui a l'attribut hidden comme caché. Ok, ça pourra peut-être être intéressant, il faudra qu'on creuse. Mais continuons de regarder la suite. Donc ici, en plein cœur de la page HTML, il inclut aussi un script JavaScript. Voilà, donc rappelez-vous, les JavaScript, on peut les mettre dans des feuilles externes, comme secure.js, ou carrément à l'intérieur de la page web. Alors, dans ce bloc de JavaScript, j'ai une fonction qui s'appelle filter, qui prend en argument une chaîne
qui s'appelle string. Et puis il fait tout un traitement jusqu'ici. Hein, le corps de la fonction est inclus entre les deux accolades. Ok, on regardera après ce que fait cette fonction. Bon, visiblement dans la variable username, il récupère ce que j'ai saisi. Donc j'avais saisi admin. Et dans la variable password, il récupère aussi admin, ce que j'ai saisi. Alors j'aurais peut-être dû choisir deux valeurs différentes pour éviter toute confusion. Mais bon, on sait que j'ai mis admin, admin. Et puis il va faire des traitements sur ces variables et en particulier il va appeler la fameuse fonction filter ici qu'on n'a pas encore étudiée. Il va appeler cette fonction là en lui passant en paramètre le username et aussi le password. Bon bah il est temps de regarder ce que fait la fonction filter. Alors la fonction filter elle va faire une boucle. For c'est le mot-clé pour justement. C'est-à-dire on fait une boucle pour un certain nombre d'itérations. Et le nombre d'itérations, il est fixé entre les parenthèses qui se trouvent juste après le for. Donc, en gros, là, ce qu'il dit, c'est que j'initialise ma variable i avec la valeur 0 et je vais boucler jusqu'à la longueur de la chaîne moins 1 avec un incrément de 1. Donc, c'est pour i variant de 0 jusqu'à strictement inférieur à la longueur de la chaîne, donc c'est-à-dire égal à la longueur de chaîne moins 1, tout en augmentant i de 1 à la fois, je fais tout le traitement qui est dans la boucle for. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi on commence à 0 et pourquoi on s'arrête à finalement la longueur de la chaîne moins 1, puisqu'on est sur une inégalité stricte? Eh bien, c'est parce qu'en informatique, et ça pour les débutants en programmation, ça peut être un petit peu embêtant, mais on commence à compter à 0. Donc, une chaîne de 10 éléments, en fait, elle a des éléments indexés de 0 à 9. Voilà. Donc, bah, si la chaîne a une longueur de 10, et ben, effectivement, en allant de 0 à 9, on va bien parcourir les 10 éléments, mais jamais on ira jusqu'à 10. Et si on va jusqu'à 10, on aura un problème, parce qu'à l'index 10, il n'y a plus rien dans la chaîne. Ok, alors on boucle du coup un certain nombre de fois sur toute la longueur de la chaîne qu'on a passée en paramètres. Donc nous, on a passé admin en paramètres, donc on va boucler 5 fois. Et qu'est-ce qu'on fait à chaque fois? Alors, on va récupérer le char code at i. Alors, qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire ça? Eh bien, on va demander à Google, je l'ai déjà fait pour vous, donc je lui ai demandé que signifie en JavaScript char code at. Et il me dit, la méthode char code at retourne un entier compris entre certaines valeurs qui correspond au code d'un caractère de la chaîne situé à, je complète, à l'index qui est passé en paramètre. Donc, en gros, ici, je vais lui demander le code UTF-16 du premier caractère, c'est-à-dire du caractère d'index 0, je le mets dans la variable C. Et après, je vais faire un contrôle dessus. Donc là, on a un if qui veut dire en anglais si. Si cette condition est vérifiée, alors je vais faire ça. C'est-à-dire, je vais dire filter passed true, c'est-à-dire c'est bon, j'ai passé le filtre, on est bon. Sinon, le else, ça veut dire sinon, je vais retourner false. Donc là, c'est qu'il y a un problème. Et je vais faire ça pour chacun des caractères de la chaîne qui est passé en paramètres. Donc, une fois pour la chaîne username et une fois pour la chaîne password, puisqu'on appelle deux fois la fonction filter. Alors maintenant, reste à comprendre qu'est-ce qu'on fait ici dans ce check. Déjà, quand on a un if, juste après le if, on a la condition. Si cette condition est vraie, je fais le premier bloc, sinon je fais le deuxième. Mais là, on a une condition un peu compliquée parce que c'est elle-même une composition de différentes conditions. Donc en fait, c'est si cette condition est vraie, ou ce symbole-là, ça signifie un ou. C'est un ou logique. Cette condition est vraie, ou cette condition est vraie. Donc, si l'une de ces trois conditions est vraie, alors on est bon. Sinon, ben, il y a un problème. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que cette condition? Rappelez-vous, ici, là, on a mis la valeur dans la variable cc, la valeur UTF-16 du caractère d'index i, donc 0, 1, 2, 3 et 4 pour admin. C'est-à-dire on a mis la valeur de A, puis la valeur de D, puis la valeur de M, puis celle de I, puis celle de N. Et on vérifie à chaque fois si cette valeur est comprise entre 48 et 57, ou bien entre 65 et 90, ou encore entre 97 et 122.
si vous regardez, ça c'est un espace de 10, ça c'est un espace de 26 et ça aussi. Ça peut peut-être vous mettre euh, la puce à l'oreille quant au contrôle qui est fait ici, mais on va quand même demander à Gemini quel caractère correspond au code 48. C'est exactement ce que j'ai demandé ici. Donc, quel caractère correspond au code UTF-1648 en décimale, hein, puisque ça ce sont des valeurs décimales? Eh bien, c'est 0. OK. Donc, ça veut dire, pardon, quand je retourne ici, que mon caractère, enfin le code UTF-16 de mon caractère, euh, il doit être supérieur à 48. Et quand est-ce que ça se produit? Ça se produit quand mon caractère c'est au moins 0. Mais alors, du coup, si c'est 49, c'est quoi? Moi, je pourrais parier que c'est 1. Donc, je lui demande, et 49? Et là, c'est 1. Voilà. Donc 50, ça va être 2. Et si je lui demande par exemple 57, donc, et 57, normalement, ça devrait être 9. Voilà, le chiffre 9. Donc ça veut dire que c'est une autre façon de dire que euh, le caractère CC, c'est soit 0, soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5, soit 6, soit 7, soit 8, soit 9. Et évidemment, quand on va regarder 65 jusqu'à 90, je parie que ça va être les lettres de A à Z. Alors reste à savoir, est-ce que là c'est les majuscules ou les minuscules et vice-versa? Eh bien on va lui demander. 65, alors, et 65, hop, et donc là, c'est le A majuscule. Donc là, ce check-là, c'est pour vérifier la deuxième ligne si on est sur l'une des lettres majuscules. Par exemple 90, ça va être Z majuscule. Oui, alors bien sûr j'ai tapé 91. Donc vous voyez que 91 ce n'est plus une lettre. Et donc maintenant je vais lui demander 90. Donc c'est bien Z majuscule. Donc justement, si j'avais mis un crochet euh, ici comme un crochet ouvrant qui est donc avec le code 91, donc cette condition aurait été fausse puisque j'étais supérieur strictement à 90. Et donc, je ne serais pas passé dans ce if là, mon filter pass n'aurait pas été true, je serais plutôt passé dans le else et donc je serais tombé sur le false. Bon, on va pas le faire, mais là c'est un contrôle sur les lettres minuscules de A à Z. Ok, donc on a compris l'esprit de la fonction filter qui en gros prend une chaîne de caractères, vérifie que chacun de ces caractères c'est soit une lettre, minuscule ou majuscule, soit un chiffre. Si c'est le cas, alors la fonction va renvoyer vrai, c'est-à-dire true. Sinon, si ce n'est pas le cas, elle va renvoyer false. Et justement, ici, donc, on stocke ce résultat. Username filter passed, c'est-à-dire est-ce que le username est correct? Est-ce que c'est que des lettres enfin des caractères alphanumériques plutôt, puisque c'est pas que des lettres puisqu'il y a des nombres. Et pareil pour le mot de passe. Et on va faire un deuxième check. Si le filtrage sur le username est correct et on retrouve le et hein, qu'on avait ici, le et logique, et que le filtrage sur le mot de passe est correct, alors dans ce cas-là, je fais cette condition. Je fais ce traitement, pardon. Si ce n'est pas le cas, je passe dans le elf et j'affiche illégal caractère in username or password. Ça, c'est exactement ce qu'on avait vu tout à l'heure, quand j'avais tapé des tirets ou des caractères qui n'étaient pas autorisés. Bon, maintenant, mettons-nous dans le cas où il n'y a pas de problème. On a saisi un username et un password avec que des caractères alphanumériques comme demandé. Alors, dans ce cas-là, eh bien, il va faire tout ce bloc de traitement. Et la première chose qu'il fait, c'est qu'il appelle une fonction check password. Donc check, ça veut dire vérifier en anglais. Et c'est là certainement le cœur de la vérification, puisque il va vérifier que le username et le password respectent certaines règles qu'on ne connaît pas encore. Pour l'instant, il faudra étudier la fonction check password. Mais en tout cas, si c'est bon, alors cette valeur-là sera certainement vraie. Je ne sais pas encore ce que renvoie la fonction check password, hein, on va l'étudier après, mais j'imagine que
Si le password est correct, alors ça, ce sera vrai. Et donc ici, dans la condition si login est vrai, je fais tout ça. Sinon, je fais login fail. Donc là, avec admin, visiblement, on a passé le filtrage. Par contre, le check password a retourné faux. Il y a un problème, puisque ce n'était pas admin et admin, le login password n'est pas correct, et il m'a bien affiché, ben non, login failed. Alors, moi, ce qui m'intéresserait maintenant, là, c'est de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans check password. Et cette fonction-là n'est pas présente dans cette page. Par contre, rappelez-vous, on a inclus ici un petit script. Hop là, pardon, ici, un petit script JavaScript. Avec un peu de chance, la fonction check password sera dans ce script-là. Alors regardez bien, ici dans l'observatoire réseau, comme on voit tout passer, comme on a vu passer la feuille de style tout à l'heure, ben, on voit passer aussi le petit script JavaScript. Eh bien, allons le regarder. On retrouve notre fonction checkPassword qui prend en paramètre le username et le mot de passe à vérifier. Et regardez la vérification qu'il fait qui est super simple. Il vérifie si le username c'est admin et que le password c'est strongpassword 098665. Alors je renvoie vrai, sinon je renvoie false. Donc là, ben en fait c'est super simple. Il suffit de saisir ce login là et ce mot de passe là et normalement on doit réussir à se connecter. Eh bien on va essayer. Donc je copie ici, CTRL-C, le strong password, la valeur de password. Je retourne là, bah, admin, j'avais déjà mis ça, donc je vais garder. Et là, je fais login. Et on va regarder ce qui se passe. Login. Et voilà, il me donne le flag. Alors on va quand même vérifier que c'est OK. Donc je fais copier. Je le copie ici dans la section pour soumettre le flag. Et je fais submit. Et voilà, il nous dit que c'est bon, on a réussi à résoudre le challenge. Alors là, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce challenge-là? C'est qu'il ne faut surtout pas contrôler l'identité d'un utilisateur côté client. Parce que tout ce qui est côté client, on y a accès. Tout ce qui est dans le navigateur, je peux le consulter, je peux éventuellement même le modifier, hein, comme on l'avait fait avec les cookies de session dans une précédente vidéo. Donc, ce n'est pas du tout sécurisé. Et une logique aussi simple que celle qu'on a vue dans ce CTF sur le mot de passe est très facile à trouver si tout se passe côté client. Déjà côté serveur, il faut avoir une logique beaucoup plus élaborée, mais alors côté client, c'est une erreur magistrale du développeur d'avoir fait comme ça. Son site n'est pas du tout sécurisé. Donc retenez bien que tout ce qui se passe côté client, c'est pas sécurisé, il ne faut pas y faire confiance, et tous les traitements d'authentification doivent se faire bien sûr côté serveur. Voilà, ben j'espère que ça vous a plu, que l'étude du JavaScript n'était pas trop compliquée pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Bon, pour ceux qui connaissent déjà évidemment, c'était super facile. Et ben, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez qu'on fasse encore ce genre de challenge. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, vive la cyber et à bientôt.